Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Roland Seferian, qui est climatologue à Météo France et au CNRS. Avec lui, on va découvrir la géo-ingénierie. Notre débat, il est consacré à la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, ou comment convaincre les dirigeantes et les dirigeants que la diversité, c'est du chiffre d'affaires en plus. Et puis, la start-up du jour, c'est Humain, une plateforme de consommation responsable. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact, ça dure 30 minutes. L'invité de ce Smart Impact avec nous en visioconférence, Roland Seferian, bonjour, bienvenue. Vous êtes climatologue à Météo France et au CNRS, ingénieur-chercheur au Centre de recherche de Météo France. Et donc, on va découvrir grâce à vous la géo-ingénierie climatique. C'est quoi ? Alors déjà bonjour. La géo-ingénierie, en fait, c'est déjà on peut dire que c'est un mot sulfureux qui fait couler beaucoup d'encre depuis pas mal d'années. En fait, ça recouvre un ensemble de techniques ou d'approches qui visent à résoudre en quelque sorte le problème du changement climatique, soit en résolvant les causes du changement climatique, c'est-à-dire en retirant une partie du CO2 ou des gaz à effet de serre qui causent le réchauffement planétaire, ou en amoindrissant la quantité d'énergie qui rentre dans le système et donc en limitant la hausse de la température globale. Donc c'est en gros les deux gros piliers sur lesquels cette catégorie de techniques joue pour résoudre le problème du changement climatique. Vous dites, effectivement, il y a pas mal de critiques, ça peut être perçu comme assez sulfureux, parce que ça se rapproche d'expériences de manipulation de la météo, ou alors c'est différent ? Alors, on va dire plutôt que les expériences de manipulation de la météo prédatent on va dire toute la littérature autour de la géo-ingénierie, parce qu'au final, il y avait déjà eu des expériences, notamment à Bordeaux, où certains scientifiques avaient fait brûler une grosse quantité de pétrole pour créer des nuages et donc faire venir la pluie. Donc ça, c'était vraiment il y a très très longtemps. La géo-ingénierie, en gros, ça vient un petit peu des travaux de Crutzen et al. Qui ont, on va dire de manière pionnière, ont utilisé l'analogue volcanique, les éruptions volcaniques majeures, pour dire regardez l'effet que ça a sur le climat. Et donc en reproduisant ce phénomène de manière humaine, de manière artificielle, en épandant des aérosols en haute stratosphère, on aurait moyen de réduire la quantité d'énergie qui rentre dans le système climatique et donc d'éviter la hausse des températures globales. Néanmoins, Crutzen, qui est un des prix Nobel de chimie, a mis en avant dans ses travaux que, en gros, cette technique devait être utilisée uniquement en dernier recours, dans la mesure où, en fait, elle nous met face à un autre aléa, qui est un aléa sur lequel on ne connaît rien aujourd'hui. Ouais. Effectivement, il faut se poser la question des dommages collatéraux, entre guillemets. Est-ce que vous diriez que on ne peut pas se passer de cette recherche, de ces techniques de géo-ingénierie pour finalement atténuer le réchauffement climatique, que ce serait dommage de s'en passer ? Alors, c'est une question qui est vraiment compliquée, sur laquelle, au final, les scientifiques ont tous un avis, parce qu'au final, on touche au subjectif plutôt qu'à l'objectif. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, l'état de l'art est le suivant, on a des techniques dites de géo-ingénierie qui visent à atténuer ou à retirer une partie du dioxyde de carbone qui sont issus des activités humaines, combustion de carburants fossiles, le transport, la fabrication de ciment et autres. Donc on appelle ça des techniques qui visent à éliminer le CO2 ou à retirer le CO2 de l'atmosphère. Donc là, on résout les causes du changement climatique et on compense ou on annule une partie de nos émissions. Donc ça, c'est une famille de techniques qui est aujourd'hui traitée et analysée dans les scénarios que l'on retrouve dans les rapports du GIEC. Oui, on a reçu ici, pardon, je vous interromps et vous ferez la suite de la démonstration après, mais on a reçu une entreprise qui capte le carbone. Donc oui, ça rentre dans la géo-ingénierie ? Alors, en fait, la géo-ingénierie, c'est nous, ce qu'on a tendance à dire en tant que scientifique, il vaut mieux appeler un chat, ouais. et éviter d'utiliser ce mot valise qui englobe à la fois tout un spectre de techniques.
Donc on a déjà eu l'occasion d'essayer de travailler avec des sociologues, des philosophes en France pour essayer de vraiment scruter ou regarder à la loupe tout ce qui se cache derrière ce mot. Donc en fait, on peut le séparer en deux. On peut le séparer en deux avec les techniques qui visent à capter ou éliminer le CO2, à le retirer de l'atmosphère et donc à limiter le réchauffement climatique via l'effet de serre et donc à limiter les causes du changement climatique. Et une autre technique qui intervient plus en mode intervention, comme on pourrait dire une intervention médicale ou l'utilisation de médicaments quand la température d'un enfant vient augmenter. Donc c'est des techniques de remédiation. Et donc là, c'est typiquement le fait de mettre des miroirs dans l'espace, de mettre des aérosols dans la haute stratosphère. Mais également, entre les deux, en fait, on a toute une famille de techniques, tout un continuum où on a de l'adaptation, par exemple ce qu'on peut retrouver dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où on a des bâtiments blancs. Le fait de réfléchir une partie de la lumière peut être une forme de géo-ingénierie si elle est déployée à grande échelle. Donc en fait, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, voilà, appelons un chat un chat. Il y a les techniques qui visent à éliminer le CO2 et les autres qui visent on va dire, à contrecarrer l'effet du réchauffement climatique. Je lisais en préparant l'émission, il y a 1286, c'était précis, expériences scientifiques d'intervention sur le climat qui étaient recensées en septembre 2021. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a une sorte de, je sais pas, de droit international de la géo-ingénierie climatique? Et malheureusement, il n'y en a aucun. En fait, c'est un champ disciplinaire qu'on a dans les sciences du climat qui aujourd'hui est un petit peu, bâtard ou non complet dans la mesure où c'est une gamme de techniques dans lesquelles on a des concepts. On a, dans certains cas, par exemple aux États-Unis, il y a des brevets industriels. Mais il y a des expériences de modélisation, mais il n'y a pas d'observation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, on a une sorte d'état de l'art qui fait qu'on a une sorte de moratoire, une conscience éthique et mondiale qui proscrit l'utilisation de ce genre d'exercice. Et les quelques tentatives qui ont essayé d'être mises en place, par exemple le projet SPICE, qui était piloté par la Grande-Bretagne, a avorté à cause d'un souci de brevet technologique. Il y a une autre expérience aux États-Unis qui a été annulée à cause d'un comité éthique. C'était une expérience qui se voulait de chimie atmosphérique, qui a été annulée, je crois, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, pour un comité éthique qui avait été mis en place par une université, justement pour pallier au fait qu'il n'existe aujourd'hui aucune règle qui encadre ce genre de technique. Donc il faudrait quoi? Il faudrait une sorte de gouvernance de l'ingénierie climatique, de la géo-ingénierie, pour éviter quoi? Qu'un État, ou même on peut imaginer une multinationale, s'en empare et avec éventuellement, on en parlait, des dommages collatéraux? Tout à fait. En fait, c'est ce que, on va dire, un des rapports de l'Académie des sciences aux États-Unis a édité il y a quelques mois. Justement sur la mise en place d'un système de gouvernance dans la mesure où, en gros, si on regarde un petit peu tout ce qui se passe au niveau du climat, des organisations onusiennes, internationales, etc., en fait, c'est un sujet qui est très peu traité, voire pas du tout. Et donc, en gros, aujourd'hui se pose la question, déjà, c'est des techniques qui technologiquement sont accessibles à n'importe quel État et ce de manière unilatérale. Donc en gros, technologiquement, pour un État riche, c'est tout à fait possible d'envoyer des avions dans la stratosphère et ensemencer d'aérosols pour atténuer l'effet du changement climatique ou mettre des miroirs dans l'espace. Donc il n'y a aucune contrainte technologique qui empêche de faire ça. Mais malheureusement, en fait, il n'y a aucun loi, aucun accord multilatéral ou aucun moratoire réellement international ou aucune convention qui traite de ces sujets-là aujourd'hui. Vous parliez de contacts et de discussions aussi avec des sociologues ou des philosophes. C'est vrai qu'il y a une vraie question qu'on peut se poser. Si on cherche un peu les risques de la géo-ingénierie climatique, c'est de nous faire croire à nous humains qu'on va pouvoir continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Pas changer de modèle, continuer de consommer, de rester dans un modèle d'économie linéaire, alors on sait qu'il faut changer de modèle. Tout à fait. Et je pense que c'est un petit peu la vision très optimiste de la production scientifique, de croire qu'il existe un solutionnisme scientifique à tous les problèmes. Et c'est un petit peu
c'est un petit peu quelque part l'histoire de l'humanité, d'avoir, avec la connaissance, la science et la maîtrise de l'environnement, d'avoir trouvé des solutions à chaque fois à toutes les crises. Donc il y a une croyance quelque part que ce solutionnisme technologique va nous éviter quelque part de faire des efforts. L'important, c'est de se dire que chacune de ces approches, que ce soit le retrait du CO2 ou l'utilisation, la remédiation à travers le fait de mettre des miroirs dans l'espace ou de mettre des aérosols en haute stratosphère, en fait, concrètement, aujourd'hui, sont extrêmement limités. Ils nous placent également dans une zone d'interférence avec l'environnement qui est en fait colossale et sur lequel, en gros, on ne connaît rien. En fait, on est dans une situation où on se pose la question, est-ce qu'on veut transgresser encore plus des limites planétaires ou des lois environnementales qui gouvernent le climat et le fonctionnement du système planétaire. Donc en fait, est-ce qu'on veut aller dans ça ou est-ce que de l'autre côté, on est capable de se dire, en gros, on vit dans un monde limité et de suivre un petit peu les conclusions principales des différents rapports du GIEC sur le fait de réduire notre empreinte énergétique, de réduire notre empreinte de consommation, changement des modes de diète, des modes de transport, etc. Donc voilà, on est face à cette bifurcation. C'est un choix de société et pour lequel, au final, les scientifiques contribuent en tant que citoyens, mais sur lequel on n'a pas forcément de pouvoir autocratique de dire il vaut mieux faire ça que ça, en fait. Effectivement. Merci beaucoup. Merci Roland Seferian, c'était passionnant. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat tout de suite consacré à la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. La semaine de l'entreprise responsable et inclusive, voilà le thème de notre débat et je vous présente tout de suite mes invités. Estelle Barthélémy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Mosaic RH et directrice générale du cabinet Oya Agency. Et j'accueille également Maya Agege, bonjour. Bonjour. Bienvenue, déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité qui co-organise cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Allez, on présente un peu vos organismes. C'est quoi la FMD, c'est quoi votre mission? Alors, la FMD fédère 160 organisations aujourd'hui autour des thématiques de non-discrimination, de management de la diversité et de politique d'inclusion. Et ce qu'on fait, c'est de l'observation, de la production d'outils et de la recherche. C'est un laboratoire d'idées, on peut dire ça? C'est totalement un laboratoire d'idées parce qu'on essaye aussi de traiter de sujets qui sont finalement parfois peu traités dans l'organisation et du coup on essaye aussi d'acculturer les employeurs à justement s'ouvrir à des thématiques qui sont encore émergentes. On y viendra justement aux thématiques émergentes, vous nous en parlerez tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous présentiez Oya Agency, Estelle Barthélémy. Oya accompagne, conseille, forme des structures qui ont un impact social positif. Donc moi, mes clients sont des gens qui travaillent sur l'insertion des femmes de quartier, l'insertion par l'activité économique ou sur les populations roms. Et moi, mon job, c'est de les accompagner à croître, à se développer, donc accompagnement stratégique, accompagnement organisationnel. Et Mosaic RH, vous l'avez cofondé, vous y êtes toujours, vous êtes toujours dans le giron, on va dire. Comme Maya, c'est dinosaure de la diversité. Moi, je suis dinosaure de la télé, vous savez. On le vit très bien. Oui, une belle organisation aujourd'hui, 80 salariés, présente sur 5 territoires, plus de 15 000 jeunes issus des quartiers populaires mis à l'emploi. Donc ça reste mon cœur. Voilà, je les aime toujours beaucoup, je suis toujours proche de cette organisation qui fait beaucoup sur ces questions de promotion des quartiers populaires. Alors justement, cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive que vous co-organisé avec le MEDEF, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est qu'on a voulu rassembler sur une même semaine des centaines de partenaires. L'idée, c'est que ça soit 100% gratuit et pour les partenaires et pour les participants. Aujourd'hui, on a 110 événements qui sont organisés par 112 partenaires. Ces partenaires, ça peut être des entreprises privées ou publiques, ça peut être des associations, ça peut être des cabinets de conseil. À partir du moment où on a des choses à montrer, des idées, des bonnes pratiques, on peut proposer un événement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup,
c'est un événement qui n'a jamais été fait auparavant. C'est sans précédent de rassembler autant d'organisations sur tout le territoire. En plus, il y a eu des MEDEF territoriaux qui se sont emparés du sujet pour animer la RSE et la diversité sur leur territoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, je pense, sur cette semaine, c'est qu'elle est à la fois en ligne et présentielle. Donc, c'est génial. Aujourd'hui, on a plus de 6500 inscrits. On espère atteindre les 10 000. Et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, 10 000 participants, c'est 10 fois plus que ce qu'on arrivait à mobiliser il y a 5 ans. Donc ça démontre d'une tendance à s'emparer de ce sujet. Oui, ça c'est très important. Cette semaine, elle va servir aussi à faire dialoguer les acteurs, parce que souvent on a l'impression que chacun bosse un peu dans son coin, dans son silo, quoi. Exactement, et je pense que sur ce sujet, on se rejoint avec Estelle. Ce qu'on voudrait, c'est créer des synergies. Il y a un sentiment de saturation et des acteurs comme nous qui travaillons tous les jours sur le sujet, mais aussi des salariés, des agents qui entendent les messages toute la journée. Et on se dit, mais comment on fait face à ce sentiment de saturation ? Autant optimiser. Et optimisons en proposant une semaine complète avec tous les sujets, tous les enjeux, et permettant du coup de ne pas s'éparpiller. Parce que ce manque de dialogue entre les acteurs, ça fait des années que vous le touchez du doigt d'une certaine façon ? En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire. Là, on arrive au mois de l'ESS et justement, les acteurs associatifs sont là pour proposer de l'innovation sociale. Les entreprises, souvent, elles sont dans leur job et elles ont besoin, pour les aider à progresser, de solutions issues du terrain. Et donc, c'est un petit peu ça, je crois aussi, dans l'événement, c'est de pouvoir montrer de beaux exemples. Je pense aux décodeuses de Swat Boutegrabé qui travaillent sur l'insertion des femmes des quartiers populaires dans la tech. Un très beau partenariat avec Salesforce qui permet maintenant de s'attaquer à d'autres questions autour de la cybersécurité. Je pense à Initiative Solidaire qui est à Stein, qui est sur les métiers d'upcycling, et donc qui fait à la fois du sociétal, puisque accompagne ces hommes et ces femmes qui sont encore bons à travailler, à faire quelque chose, enfin c'est le parti pris, et ensuite qui vont retourner dans des entreprises un peu plus classiques, passant par ce sas de l'insertion. Il y a aussi une logique d'audit, j'ai vu ça en préparant l'émission. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là ? Oui, en fait, ce qu'on voulait présenter, donc parmi les innovations qui seront présentées, et toujours dans cette idée d'éviter cette diversity fatigue, avec la FMD, on organise ou on mène un projet en partenariat avec ISM Quorum sur ce qu'on appelle des diagnostics mutualisés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va rassembler des entreprises publiques et privées et on va leur proposer d'utiliser la même méthodologie et d'être accompagnés ensemble sur l'évaluation des risques discriminatoires dans le recrutement. Depuis 2 ans, l'INSEE nous donne des chiffres d'augmentation du sentiment de discrimination. On est à 19% aujourd'hui de sentiment de discrimination dans la population. Donc on s'est dit, rassemblons, là aujourd'hui on a 10 organisations qui ensemble font cet audit de leur processus de recrutement. Et il y a plein de possibilités de faire un audit. Ça peut être avec des diagnostics, comme le fait Mosaic RH. Ça peut être avec du testing sollicité. Ça peut être avec l'analyse des fichiers de candidature ou l'examen des process RH. L'idée, Estelle Barthélémy, c'est d'abord d'identifier les situations de discrimination, parce que parfois on peut être plein de bonne volonté et avoir des biais. On a tous des biais de toute façon. Et les difficultés, c'est que sur certains territoires comme les quartiers, les discriminations, elles se cumulent. Si on est une femme senior, qu'on a un nom à consonance étrangère, là les difficultés elles peuvent s'accroître. Donc on a le travail formidable du défenseur des droits qui est là, mais en parallèle, en résonance, il faut former, il faut déployer de la sensibilisation et peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue parce que ensuite, une fois qu'on est sensibilisé, formé, en tout cas côté entreprise, il faut pouvoir s'engager, il faut pouvoir travailler main dans la main avec des organisations qui sont sur le terrain. Je pense à d'autres, je pense à Banlieue Santé, enfin des gens qui innovent sur ces questions dans les quartiers, sur d'autres sujets. C'est intéressant parce que là, vous citez à la fois des exemples concrets. Et je vais vous poser la même question. Moi, j'aime bien cette idée de partager les bonnes pratiques. C'est aussi ça.
c'est aussi ce que vous faites et c'est aussi à ça que sert la semaine de l'entreprise. Allez, allez-y, Maya, vous commencez, et puis ensuite Estelle. Très bien, je comprends. Donc en effet, nous, la philosophie, c'est d'utiliser ou de partager ces bonnes pratiques pour améliorer ensuite les dispositifs internes, les process, etc. Sans le partage, on ne peut pas savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça, c'est la première chose sur la question des synergies et des bonnes pratiques. La deuxième chose, je pense, c'est que une fois si on n'a pas testé des dispositifs, et tu en as présenté plein, Estelle, si on ne les a pas testés, et si on n'a pas même testé des choses nouvelles, et je pense que ce diagnostic mutualisé est un exemple, on ne peut pas aller de l'avant. Et donc, on peut rester dans cette idée de « ça y est, je suis formé, c'est bon, tout va bien ». Je ne discrimine plus, je n'ai plus de billets, toutes les solutions sont déjà mises en place, tout va bien. Donc il faut vraiment persévérer, il ne faut jamais lâcher en fait. Ouais. Et puis il y a la force de l'exemple. Pour un chef d'entreprise, il peut se retrouver... qu'un autre chef d'entreprise, un ou une d'ailleurs, lui dise bah, voilà ce que je fais, voilà, ça marche. Enfin, il va se dire je me lance moi aussi, alors qu'il aurait peut-être hésité. Et peut-être pour compléter, le troisième acteur dans tout ça, c'est quand même l'État. Oui. Avec quand un jeune, une solution qui a été portée par Thibaut Guilly a permis ça, de consolider des actions qui existaient déjà et de les diffuser. On peut parler aussi du tremplin Asso, qui était un très gros appel à projets lancé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui a soutenu 45 projets où il y avait une démarche d'évaluation d'impact. Et donc c'est vrai que tout seul, on ne peut rien faire, ni volet associatif, ni entreprise. Donc c'est vraiment travailler sur la maïotique de l'organisation en fait du dialogue et du partage d'expériences sur ces trois typologies d'acteurs. C'est pas toujours simple. Oui. Et si je peux répondre, en effet, il y a un peu cette dynamique quand on parle de bonnes pratiques. Une fois que nous, donc je le disais, on est plus de 160 organisations. On a commencé à la FMD il y a 15 ans, il n'y en avait pas 160, il y en avait 10. Et on remarque, en tout cas à la FMD, depuis quelques années, cette tendance à justement, vouloir travailler ensemble et de créer un mouvement, mais un mouvement de masse pour avoir plus d'impact. Et ne pas s'imaginer que les politiques diversité, elles ne sont menées que par des très très grandes entreprises. En fait, non. À la FMD, comme dans d'autres initiatives, comme l'initiative Stop au sexisme ordinaire, on est plus de 150, plus de 160, et il y a des petits, des associations, des collectivités qui, en fait, agissent ensemble. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des thèmes émergents ou méconnus. Est-ce que vous en avez un, là, comme ça, spontanément voilà, on aime bien être aussi capteur des évolutions. Donc là, en ce moment, par exemple, avec l'initiative Stop, il y a 15 organisations qui co-construisent ce qu'on appelle des nudges. Les nudges, c'est des incitations au changement, mais de manière douce. Et on se dit, comment on peut faire pour utiliser ce qu'on sait dans la neuroscience et les sciences comportementales, et comment on applique ça à le sexisme au quotidien, comment on applique ça à la lutte contre le sexisme. Ça, c'est un exemple. Oui, intéressant. Alors, je voudrais terminer... allez-y. Moi, j'avais mon exemple. Allez-y. Ce sont le public des femmes seniors, avec l'allongement, justement, de la durée du travail, des problématiques qui existent déjà, de femmes seniors qui ne retrouvent pas de job, et des problématiques qui s'amplifient, en plus, dans certains quartiers populaires, avec des problématiques d'isolement, d'accès à la santé. On va terminer avec un chiffre. La source, c'est le cabinet Deloitte. Une politique inclusive génère jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus par salarié. Est-ce que ce chiffre, comment on peut l'évaluer ? Il est vrai, ce sont des équipes qui vont être plus créatives. Peut-être que les décisions seront parfois un peu plus difficiles à prendre, mais en tout cas, elles vont aussi correspondre à les clients qu'on a en face. Donc avoir des équipes qui ressemblent aux clients, c'est créer des solutions qui vont être plus adaptées. Ça engage aussi les collaborateurs à être dans une entreprise qui donne du sens, qui est impliquée. Maya, tu veux peut-être finir ? 10 secondes. Allez, moi, je corrobore avec un point de vigilance qui est, pour qu'il y ait de la performance, il faut que les gens aient envie de collaborer ensemble, et pour qu'ils aient envie de collaborer ensemble, il faut créer de l'inclusion. Merci beaucoup. Bonne semaine de l'entreprise responsable et inclusive. À bientôt. C'est l'heure de Smart Ideas. On parle consommation responsable tout de suite. Smart Ideas avec Mohamed El Idrissi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de Humain. Alors, j'ai vu que vous étiez docteur en nanochimie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur ? Exactement. Je suis de formation scientifique et donc à l'époque, j'étais à l'étranger entre la Suisse et les États-Unis. Et c'est tout simplement que j'étais frustré par ce que je faisais. Je voulais avoir un impact dans la vie des gens, vraiment un impact direct. Et j'ai tout simplement décidé de revenir en France et de fonder Humain parce que je savais que c'était
à ce moment-là que justement je pouvais avoir un vrai impact. Alors c'est quoi Humain? Vous l'avez créé quand et puis c'est quoi l'idée de départ? Alors Humain, on l'a créé il y a à peu près 2 ans. On a lancé publiquement la plateforme il y a un peu moins, c'était le début de l'année. Et très concrètement, Humain, c'est un site e-commerce de produits 100% sains à des prix accessibles. Donc c'est des produits bio, c'est des produits naturels. Et l'idée derrière, notre mission principale, c'est de permettre à un maximum de personnes de consommer de façon plus saine et plus responsable, tout en se faisant plaisir. Ouais. Alors c'est intéressant de voir le constat que vous avez fait avant de lancer Humain, avant de vous lancer par exemple sur le bio, sur l'empreinte carbone de nos achats. C'était quoi votre constat de départ? Le constat de départ, en fait, c'était des frustrations très personnelles. Ouais. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à changer ma façon de consommer, j'avais 3 grandes problématiques. La première, c'est que quand on commence à consommer bio, on explose son budget. Donc aujourd'hui, c'est des produits qui sont 75% plus chers que des produits conventionnels. Donc c'est pas donné à tout le monde. La deuxième grande problématique auquel je faisais face, c'est que c'est encore compliqué d'identifier le bon produit sain. Et la preuve étant qu'il y a des applications de scanning comme Yuka, on va en citer, qui marchent énormément. Et ça montre 2 choses. La première, c'est que les consommateurs sont quelque part méfiants par rapport aux produits qui sont proposés. Ils sont en demande d'information et de transparence en tout cas. Exactement. Ouais, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont vraiment avides de transparence et qui veulent vraiment aller chercher le bon produit. Et ensuite, la troisième grande problématique, c'est tout simplement la totale opacité qu'on a sur notre empreinte carbone par rapport à nos achats. Ouais. Et donc, l'idée derrière avec Humain, c'est de rapporter une solution complète par rapport à ces 3 grandes frustrations. Alors, donc c'est une plateforme de consommation responsable. Comment vous sourcez les produits que vous proposez ? Alors aujourd'hui, très concrètement, on fait une vraie sélection des produits qui vont se retrouver sur la plateforme. Alors la première sélection, le premier filtre, je dirais, c'est la composition. Parce que l'idée, c'est comme c'est des produits bio, aujourd'hui le bio ne garantit pas tout. On va aller vraiment les regarder dans la composition, à savoir, on va aller essayer de chercher le produit qui est le moins transformé possible. Aujourd'hui, on sait que les produits hyper transformés sont délétères pour la santé, ne sont même pas conseillés pour la santé. On va aussi aller chercher des produits qui sont moins bourrés en sucre raffiné, moins gras. L'idée étant vraiment d'avoir le produit le plus naturel possible pour le consommateur. Et ensuite, on essaie aussi de chercher le produit pour qu'il ait un impact le plus neutre possible sur notre environnement, de façon à avoir un impact santé et à avoir un impact environnemental. Mais alors, vous nous l'avez dit, il y a la question du prix. Votre objectif, c'est que ces produits soient accessibles au plus grand nombre. Donc, comment vous réussissez à faire baisser le prix ? Exactement. Alors, nous, on a une petite particularité, c'est qu'on a mis en place un système d'adhésion. Et l'adhésion permet aux clients de pouvoir accéder à tous les produits du catalogue de façon illimitée toute l'année à des prix remisés, moins 50%, jusqu'à moins 50%. Donc c'est un abonnement mensuel en fait ou annuel ? Annuel. D'accord. Annuel. Donc aujourd'hui c'est 72 € et ça permet justement pour le client d'accéder à tous ces produits à des prix beaucoup plus accessibles. Et donc l'idée c'est quelque part un deal avec le consommateur. Nous on va fidéliser le client et lui va permettre d'avoir des économies sur le long terme. Aujourd'hui c'est à peu près 350 € en moyenne sur l'année. J'ai vu que vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle UCare ou UCAR. UCare, c'est ça. UCare, c'est quoi l'idée ? Exactement. UCare pour prendre soin en anglais. Ouais. Et l'idée derrière, c'est tout simplement pour répondre à cette problématique de l'opacité sur l'empreinte carbone. Ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir tout simplement rapporter de la transparence pour le consommateur et de permettre au consommateur de connaître son empreinte carbone au fur et à mesure des mois, mais surtout aussi sur son panier d'achat. L'idée étant pour que le consommateur, on puisse lui ramener cette transparence et qu'il ait une consommation éclairée. Donc en faisant ses achats, il saura ce que ça provoque en gaz à effet de serre, etc. Exactement. D'accord. L'idée étant vraiment de ramener le maximum d'informations pour que lui, en tant que consommateur, puisse faire ses choix en pleine conscience. Ouais. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Mohamed El Idrissi. Bon vent à Humain. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart et je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation et à la production de cette émission, Lily Zalkin à ses côtés, Xavier Sanchez à la réalisation et Héloïse Merlin au son. Lauriette, elle est là. Salut.